Après le succès fou de l'épisode 1, c'est faux. C'est complètement faux, on est deux à l'avoir vu, moi et mon chat. Ouais. Plus de croquettes. Oh la vache! Ah, je pourrais pas mettre la daronne à l'abri tout de suite, hein. C'est certain. Quoi qu'il en soit, dans l'épisode 1, je vous avais du coup glissé des indices pour trouver le sujet de l'épisode 2. Vous êtes deux peut-être à avoir joué, c'est cool. Les indices étaient le paranormal, voilà, classique, avec par exemple ce plan-là, le plan au début. Déjà, c'est pour montrer qu'on retourne dans l'horreur. On a le clap dans les dernières secondes qui est tiré directement du film Conjuring. Les vocalises fantomatiques, qui sont aussi des références à Conjuring 1, quand les fantômes s'adressent directement à Lorraine Warren. Et le dernier détail le plus subtil, c'était ma montre. Si vous regardez bien, quelquefois, je fais exprès de parler avec les mains en avant pour montrer ma montre qui était bloquée tout le long de la vidéo à 3h07 du matin. 3h07, c'est l'heure diabolique pour plein de raisons, mais dans ce film-là, c'est surtout parce que toutes les pendules de la maison se stoppent toutes les nuits à 3h07 du matin. Voilà. Donc vous l'aurez compris, c'est écrit dans le titre, on va parler de l'histoire terrifiante de la famille Perron. On commence donc avec le petit 1, le contexte historique. Les événements troublants de la famille Perron ont commencé dans les années 70, plus précisément à Harrisville, dans le Rhode Island. Je fais genre que je sais où c'est, alors que j'ai même pas regardé où c'était sur une carte, même si je crois que le Grand JD avait fait une vidéo là-bas, et que c'était d'ailleurs la maison d'origine. La famille Perron est composée de plusieurs membres, bravo. On a les parents Roger et Caroline Perron, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et April. Avril, vous traduisez son prénom si vous voulez, moi je le traduis pas, ça me paraît logique, mais peut-être que je peux me tromper. Ils emménagent donc dans une ferme un peu isolée, enfin, vous voyez les photos, elle est pas terrible, enfin... Moi personnellement... c'est non. La propriété est une ancienne plantation qui a été établie par le colon John Smith en 1680. Elle a été vendue ensuite à Roger Williams lors de la formation de l'État de Rhode Island. Je sais toujours pas où c'est. Construite en 1736, elle a été bâtie sur un terrain de plus de 800 mètres carrés. L'ancienne ferme comporte plus de 10 pièces et également une grange. Roger et Caroline rêvaient de ce genre d'endroit, un endroit paisible où rien n'aurait pu leur arriver. Ah, c'est ce qu'ils voulaient, mais c'est pas ce qu'ils ont eu. La première chose qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille, même si nous, peut-être que si ça nous est arrivé, on aurait juste dit « il est fou », c'est qu'au moment de l'emménagement, l'ancien propriétaire est allé les voir. Il s'approche d'eux, alors qu'ils étaient occupés de déballer toutes leurs affaires, et il leur dit « laissez les lumières allumées la nuit ». Comme 90% des gens, ils sont restés un petit peu perplexes, ils se sont regardés, ils ont fait « bof, d'accord ». Et puis finalement, ça leur est sorti de la tête, et ils n'y ont pas repensé, en tout cas pas tout de suite. Le petit 2. Les manifestations initiales. Quelques jours à peine après leur arrivée, après qu'ils soient enfin installés, les premières commencent, voilà, je veux le dire comme ça, parce que c'est vrai, c'est vraiment des pour le coup. Ça a commencé par des bruits, classiques, mais ça peut être tout et n'importe quoi les bruits, surtout le parquet qui grince, le vent, peu importe. Le truc le plus... j'ai galéré à trouver ce mot, bizarre, tout ça pour dire bizarre en plus, c'est les odeurs. Il y avait des odeurs qui se trimballaient un peu partout. Une odeur qui venait d'aucun endroit précis, qui faisait que se déplacer. Des odeurs pas très agréables, mais pas non plus nauséabondes, sauf une fois. Et en fait, chaque odeur correspond, vous l'aurez peut-être compris, à plusieurs entités. Celle qui pue. Celle qui pue le plus, celle qui dégage une odeur qui a été qualifiée de viande pourrie, celle-là dont on va parler aujourd'hui, mais pas tout de suite. Je vous fais un peu attendre, j'aime bien. Alors ce que je raconte, c'est les dires de la famille, et c'est ce qui a été répertorié dans le dossier Warren, comme le titre du film, hein, Conjuring, les dossiers Warren. Donc c'est un recueil de témoignages et de faits réellement écrits dans l'affaire officielle. La famille disait voir des formes de ces entités, en tout cas de ces odeurs, donc voilà. Vous l'aurez compris, il y a donc plusieurs esprits, et au début ils étaient plus ou moins inoffensifs. Ils les décrivaient comme des formes un peu opaques, ou des auras un peu de lumière qui se déplacent, et puis effectivement les odeurs. Ils n'ont jamais été agressifs. Il y en avait même un qui sentait la fleur apparemment. Ça se trouve c'est juste une des filles qui s'est parfumée, mais pourquoi pas. Les filles racontaient que certains esprits venaient les embrasser au moment d'aller se coucher. Tout ça là, tout ce qui est raconté, j'avoue que ça peut faire sortir certaines personnes de l'histoire, ou ça peut décrédibiliser l'histoire, les propos des filles. Encore une fois, je fais que raconter ce qui a été écrit. Mais je me dis que si on est capable de croire aux entités qui font forcément peur et celles qui
foutent leur merde. On pourrait s'autoriser à croire ce genre de choses en disant que bah oui, peut-être que au milieu, je me suis fait trop peur tout seul, qu'au milieu de toute la merde qu'il va avoir, bah peut-être qu'effectivement il y avait un peu de bien ou un peu de bienveillance. Elles expliquaient aussi qu'elles entendaient souvent le balai qui était utilisé pendant la nuit, donc ça pouvait pas être la mère étant donné qu'elle était occupée de dormir, et le lendemain matin, le balai était déplacé à un autre endroit de là où il l'avait laissé, et il y avait même un petit tas de poussière qui était tout prêt à être ramassé et à être jeté. Personnellement, un fantôme fait le ménage à ma place, bah moto, t'inquiète, tu peux rester, on va être copains. Un autre esprit qui s'appelait Manny, apparemment, alors pas ce Manny-là, s'amusait à rôder aussi près des lieux. Il était ni agressif, ni forcément bienveillant, il était un peu flippant, mais certaines filles, Cindy et April, l'adoraient. Tandis que les parents pensaient qu'il s'agissait du fantôme de Johnny Arnold, qui est un homme qui s'est pendu dans le grenier au XVIIIe siècle. Voilà. Il apparaissait surtout aux côtés des enfants, pendant qu'ils s'étaient occupés de jouer par exemple, et il avait un sourire un peu tordu sur le visage. C'était chelou mec. Mais dès qu'un contact visuel avait lieu entre lui et n'importe qui dans la maison, il disparaissait. Voilà. Peut-être qu'il a du mal avec les jeux de regard, peut-être qu'il cligne des yeux en premier et du coup il aime pas. La famille a également parlé d'un spectre d'une petite fille qui, elle, les empêchait souvent de dormir. Elle était pas méchante, mais elle faisait que crier apparemment dans la maison. Ils entendaient des voix qui criaient « maman, maman », alors qu'aucune fille ne parlait. La petite Cindy, qui au moment des faits est âgée de 8 ans, était souvent embêtée aussi par un autre esprit. On sait pas, c'est pas écrit si c'est un esprit féminin ou masculin. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'elles ont raconté, c'est que cet esprit disait à Cindy continuellement, surtout avant de dormir, qu'il y avait 7 soldats morts, enterrés dans le mur. Personnellement, à la place de la petite Cindy, je me barre, je me barre chez mamie. Non. Mais comme je vous l'ai dit, ces esprits, ils étaient pas malveillants, ils étaient pas dangereux. Il y en avait qui étaient pénibles, mais voilà, c'était pas non plus catastrophique à vivre. Voilà, elle s'était habituée à ces présences et la peur n'était pas présente. En tout cas, pas constamment, mais pas autant que quelques jours après. Il y avait d'autres esprits qui s'amusaient à tirer les jambes, leurs cheveux, s'amusaient à claquer les portes violemment, en le faisant totalement exprès. C'est là qu'elles ont commencé à parler d'un esprit. Alors, pas celui dont on va parler plus en détail, c'est pas le plus malveillant, mais il était malveillant effectivement parce que les filles ont parlé d'agression sexuelle. Allez, maintenant, j'arrête ce tournage. C'est la fille Andrea Perron qui en a parlé en refusant de donner trop de précisions, mais elle a juste expliqué qu'il y avait un esprit masculin malveillant dans la maison avec 5 petites filles. Voilà. On passe au petit 3. Petit 3, découverte de l'histoire de la maison. Cette partie est très rapide, elle est juste là pour indiquer, grosso modo, que la famille a fait des recherches sur la maison pour essayer de comprendre pourquoi il y a autant de présence. En enquêtant sur leur domicile, la famille Perron s'est rendu compte qu'effectivement, il y a eu beaucoup de familles avant eux, et que toutes avaient vécu des situations similaires. Et puis c'est à partir de là que ça va partir. C'est que dans les recherches, le nom de Bathsheba Sherman, j'espère que je l'ai pas mal dit, sinon elle va venir me casser la gueule. Une femme qui a vécu au 19e siècle et qui a été accusée de sorcellerie et soupçonnée d'avoir tué des enfants. Rien que ça. Et l'esprit qui ressortait le plus dans les recherches. Pourquoi ? Parce que c'est lui le plus malveillant de tous. Enfin, c'est elle plutôt. Et la famille en fait a découvert que cette femme s'est donné la mort en se pendant à l'arbre situé près de la grange. Petit 4. Bathsheba Sherman. J'ai dit 3 fois son prénom, je vais me faire... Elle est décrite comme une femme énigmatique, mariée à Johnson Sherman, qui aurait vécu dans la ferme au 19e siècle. Des rumeurs affirment qu'elle aurait été impliquée dans la mort de bébés, et elle aurait pactisé avec des forces démoniaques pour maintenir sa jeunesse et sa beauté. Spoiler, ça n'a pas marché. Ce que l'esprit de Bathsheba s'amusait à faire, c'était torturer, psychologiquement jusqu'à épuisement, et après physiquement, la mère de la famille, Caroline Perron. Elle est née Bathsheba Sayer, ça s'écrit comme ça, je sais pas le dire. Dans le Rhode Island, justement, en 1812. Elle s'est mariée dans le Connecticut, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Johnson, le 10 mars 1844. Elle était femme au foyer, et son mari, lui, travaillait sur leur terre comme fermier. Ils avaient une vie qui était relativement aisée pour l'époque, et ils ont eu un fils, Herbert L. Sherman. Il est né en 49, Bathsheba avait alors 37 ans. D'après les diverses légendes qui étaient racontées autour d'eux, l'une d'entre elles expliquait que Bathsheba était une sorcière.
Et les doutes se sont confirmés à la mort de leur fils. Lorsque le corps de l'enfant a été examiné, ils ont remarqué une énorme blessure à l'arrière de son crâne. Et c'est là que les rumeurs de sorcellerie se sont confirmées pour le village en tout cas. Les gens expliquaient que Bathsheba avait offert son enfant en sacrifice au diable. Par conséquent, elle a été officiellement accusée de l'avoir tué. Par faute de preuves, étant donné qu'il n'y avait que des rumeurs, le jugement a juste déterminé qu'elle était innocente. Mais ça n'a convaincu personne. Après cette histoire, Bathsheba aurait eu encore d'autres enfants. 3. Julia en 1845, Edward en 1847 et George en 1853. Mais aucun n'a dépassé les 7 ans. C'est étrange quand même. La famille Sherman avait engagé certains serviteurs dans la maison et Bathsheba s'amusait souvent à les frapper, à les battre, à leur parler mal. Elle les affamait. Voilà, juste quand elle en avait envie, ça lui prenait, elle le faisait. Son mari décédera en 81 et Bathsheba, elle, en mai 85. Enfin, mai 1885. La personne qui a examiné le corps de Bathsheba a affirmé qu'il n'avait jamais rien vu de semblable, étant donné que le corps de la femme était décrit comme pétrifié, comme si elle était faite de pierre. Petit 5, manifestation accrue. Au fil du temps, après ces recherches, les apparitions fantomatiques ont continué, et elles ne se sont pas améliorées dans le sens où les agressions physiques étaient de plus en plus présentes. Comme je vous l'ai expliqué, la mère était principalement persécutée par le fantôme de Bathsheba. Son fantôme était décrit comme particulièrement hideux. Si vous avez vu le film, c'est hideux. La tête de ma mère, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer chez moi. Vous voulez une pomme ? C'est mon chat! La vie de toi! C'est pas vrai ça! Parce qu'il faut savoir aussi, petit aparté dans la vidéo, c'est que je ferme les volets pour l'ambiance. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un manteau derrière moi. En fait, comme il y a pas mal de vent et que c'est un petit passage dans une sorte de petite cour derrière, il y a du monde qui passe, il y a du mouvement, et mes volets qui ont claqué, j'ai cru que... Ouais, je suis con. Quand je suis allé voir, il n'y avait pas le chat, c'est pour ça. Trou de balle de chat. Voilà la coupable. Enfin bref, pour en revenir au physique du fantôme de Bathsheba, la famille a décrit son visage comme étant semblable à une ruche d'abeilles desséchées. C'est très précis, c'est dégueulasse. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça, il n'y a pas eu de confirmation sur son physique. En revanche, ce qui caractérisait le plus ce fantôme-là, c'était l'odeur. Comme je vous disais tout à l'heure, l'odeur de viande pourrie. Il faut savoir aussi que Bathsheba avait ses préférences, dans le sens où elle torturait psychologiquement et physiquement, comme je l'ai dit, la mère, mais elle faisait rien au daron. Voilà. Lui, il était tranquille. Et la petite Cindy aussi a subi quelques trucs avec Bathsheba, mais on n'a pas d'explication, on n'a pas de précision en plus. En revanche, même si le papa était tranquille, peinard, avec un fantôme qui torture sa femme, tous les membres de la famille évitaient la cave. Pourquoi ? Parce que c'est là que certains crimes ont eu lieu, ou je dirais plutôt certains sacrifices. Mais effectivement, si on parle d'esprit malin, c'est pas pour rien. C'est parce que, d'accord, vous esquivez la cave, la chaudière est à la cave, je fais tomber la chaudière en panne. Voilà, Roger était contraint de descendre pour réparer la chaudière assez régulièrement. Et à chaque fois qu'il descendait, il sentait une présence très froide, la pièce était glacée, et puante. Et parfois pendant les réparations, Bathsheba s'amusait à le toucher. Ils ont quelque chose des fantômes dans cette maison. Il a rapporté qu'il sentait des mains lui caresser le cou, des mains courir dans son dos. Donc c'est bien, la sorcière l'appréciait, mais elle détestait sa femme. En août 77, le Providence Journal fit paraître un article sur le fantôme de Bathsheba. Madame Perron a dit qu'elle s'était réveillée un matin avant l'aube et qu'elle avait aperçu une apparition près de son lit. La tête d'une vieille femme pendait sur le côté, puis une voix a résonné. Au début, Bathsheba se montrait simplement cruelle avec elle, ce qui est déjà pas mal. Elle l'a pincée, elle l'a giflée, elle lui jetait des objets. Mais avec le temps, les attaques ont empiré. La sorcière avait découvert que la plus grande peur de Caroline, c'était le feu. Et ça, malheureusement pour Caroline, ça va énormément plaire à la sorcière. Elle s'en servait pour la terroriser, et régulièrement, des départs d'incendie étaient lancés dans la maison
pour piéger Caroline. Un jour, Caroline était allongée sur le canapé quand elle a senti une douleur assez forte au niveau de son mollet. Elle a regardé la plaie, il y avait une trace de sang. La plaie semblait avoir été faite par une grosse aiguille à coudre. Petit 6, conjuration et exorcisme. Dans les années 70, Ed et Lorraine Warren étaient déjà pas mal célèbres. Ils avaient enquêté sur plusieurs affaires paranormales et des affaires de possession démoniaque. Alors là, on n'est pas vraiment sûr. Dans le film Conjuring, c'est Caroline qui va chercher Ed et Lorraine Warren. Donc Caroline va les chercher dans le film après une conférence que le couple a donnée. Et dans les archives, il y a deux possibilités. Soit c'est effectivement Ed et Lorraine Warren qui se sont allés directement vers eux pour on ne sait quelle raison. Donc ce ne serait pas du tout la mère qui a fait la démarche. Ou alors il a expliqué que le couple n'avait pas du tout prévu de rendre visite à Roger et Caroline, mais ils avaient établi une enquête où certains enquêteurs les ont entraînés dans le Rhode Island. Ils se sont retrouvés un peu par chance pour la famille dans les alentours de la grange et de la ferme. Et c'est là que Lorraine a senti qu'il y avait quelque chose qui puait dans tous les sens du terme, bien évidemment. Caroline a raconté « Madame Warren est venue dans la maison sans rien savoir. Elle est entrée dans la cuisine et elle a dit « Je sens une présence sombre. Son nom est Bathsheba. » C'est Lorraine Warren qui a confirmé qu'effectivement Bathsheba était bien une sorcière et qu'elle avait donné un de ses enfants en sacrifice. Et évidemment en sacrifice à Lucifer. Ah, sinon c'est pas marrant. Elle a également confirmé que de sombres rituels obscurs, ça veut dire exactement la même chose, ont été exercés par Bathsheba juste avant de se donner la mort, dans l'unique but de maudire quiconque habiterait sur ces terres après les faits. Et ce qui est d'autant plus étrange, c'est que dans le livre noir de Burrillville, c'est-à-dire l'ancien livre des dossiers publics de la ville, une multitude de tragédies ont été notées, bizarrement après la malédiction. Il y a eu en tout 2 suicides par pendaison, un suicide par poison, un viol et un assassinat d'une petite fille de 11 ans. 2 noyades dans le ruisseau près de la maison. La découverte de 4 corps d'hommes morts de froid sur la propriété, ainsi que la pendaison d'une femme de 93 ans dans la grange. On a changé d'ambiance là. On est passé sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Il y a certaines paroles qui seront bipées, mais vous comprendrez, vous devinerez les mots. Grosso modo, qu'on croit ou qu'on ne croit pas à une possible malédiction, la coïncidence qu'autant de morts soient répertoriés sur la propriété, si c'est une coïncidence, c'est quand même sacrément bizarre. Roger et Caroline Perron n'étaient pas croyants. Et d'après Lorraine Warren, c'est ça qui a causé majoritairement leur perte. C'est-à-dire que sans la foi, encore une fois, je n'impose rien, je rapporte les faits, les paroles de Lorraine, qui a expliqué qu'effectivement, sans la foi, face à une entité démoniaque, si telle entité démoniaque existe, ça confirme la présence de l'enfer et du paradis. Alors par conséquent, sans la foi, c'était perdu d'avance. Un jour, Lorraine regarde dans le coin de la cuisine et elle aperçoit la chose la plus grotesque qui lui avait jamais été donnée de voir dans sa vie. C'était effectivement le fantôme de Bathsheba. Lorraine lui a demandé de partir au nom de Dieu et l'esprit a disparu. C'est là qu'elle a expliqué à la famille qu'ils n'ont que leur foi comme protection. Que Lorraine, c'est ce qui lui a permis de réussir autant d'enquêtes et de pouvoir toujours être là, sans réelles conséquences sur son travail et sur sa vie personnelle. Mais effectivement, c'était temporaire, l'esprit n'est pas vraiment parti. C'est juste que face à une personne qui a la foi et qui évoque le nom de Dieu, alors que elle, c'est l'exact opposé, ça l'a fait fuir un petit temps. Au cours de l'année 74, Ed et Lorraine Warren ont fait plusieurs voyages entre leur domicile et la maison d'Harrisville. Mais une nuit, une chose que je vous ai pas dit, c'est que Lorraine est connue aussi pour ses dons spirituels et de médium. Une nuit, Lorraine a essayé de communiquer avec certains esprits de la maison. Et elle a senti que quelque chose n'allait pas. Et effectivement, Caroline s'est retrouvée possédée par Bathsheba. Andrea et sa sœur Cindy s'étaient cachées pour les observer discrètement et avaient assisté à toute la scène. Ce qu'elles avaient vu les avait terrifiées au-delà des mots. L'esprit maléfique faisait preuve d'une incroyable puissance. L'esprit se montrait tellement violent qu'elles croyaient que leur mère ne survivrait pas aux attaques. D'après Andrea, la mère a commencé à parler dans une langue
qu'elle ne connaissait pas, et avec une voix qui n'était pas la sienne. À certains moments de la nuit, la situation est même carrément incontrôlable, même pour les Warren. Roger demande donc à tout le monde, aux enquêteurs, à Ed et Lorraine, de se barrer. Pourquoi ? Parce que la situation a vraiment empiré quand ils sont apparus. Le corps entier de ma femme était déformé, et ça a duré plusieurs heures, jusqu'à ce qu'ils chassent les démons. C'est seulement après que je leur ai demandé de partir. Petit 7, après les événements. Après les rituels d'exorcisme, les phénomènes paranormaux ont commencé à diminuer dans la maison. Il était temps, mais malgré tout ça, la famille Perron a quand même décidé de quitter la maison, ce qui se comprend. Mais même après cette histoire, ce qui s'est passé dans cette maison continue de susciter l'intérêt de plusieurs personnes qui rendent des fois visite à la maison. Comme ça a pu être le cas, comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour le Grand JD. Mais évidemment, tous les détails que je vous ai racontés, comme pour l'épisode 1 avec l'histoire d'Agnès Michel, tout est sujet à débat. Mais quoi qu'il en soit, on y croit, on n'y croit pas. Mais la famille Perron a sorti un livre d'ailleurs, je crois. Enfin, que je vérifie. Mais la famille Perron elle-même a dit « Si vous ne croyez pas, tant pis. Nous savons ce que nous avons vécu. » Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour l'épisode 3, j'ai pas laissé d'indice là dans cette vidéo parce que je vous laisserai cette fois-ci trouver le sujet. Et si encore une fois, il n'y a que mon chat et moi qui regardons la vidéo. Quant à moi, je vais enchaîner avec le tournage d'une autre vidéo, mais d'un autre format, toujours du Facecam, mais qui n'a rien à voir avec l'ambiance qu'il y a ici. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la cloche, tout ça, vous connaissez. Tous mes réseaux sont dans la description. C'était Florian, à bientôt. Pourquoi j'ai fait ça ?